Aujourd'hui, on va parler de trois choses. D'abord, je vais continuer avec les protocoles de messages, de multi-agents, avec des agents acteurs qui s'envoient des messages à gauche et à droite. On va parler de RMI. RMI, c'est Remote Method Invocation. C'est un simple envoi et réception de messages. Après, RMI asynchrone, c'est une très bonne variation. Et RMI avec retour, callback. Et on va avoir deux manières de faire ça, avec un thread ou avec un nouveau concept qui s'appelle une continuation. Enfin, en deuxième partie, je vais parler de la gestion de mémoire, de garbage collection, un ramassage de miettes en bon français. Et ça, il y a toute une théorie là-dessus, comment est-ce qu'on peut alléger la vie pour les programmeurs. Et on va utiliser la sémantique pour expliquer comment on peut récupérer plein de choses automatiquement, des données. Et je vais expliquer ça. Et enfin, on va passer à un autre paradigme. Data flow déterministe de l'époque, c'est le meilleur paradigme qui n'a pas de limitation. Parce que dans les multi-agents acteurs, chaque agent a un port. C'était un port, un thread et un fold ensemble. Mais ça fait beaucoup trop de ports en fait. Beaucoup trop de non-déterminisme. Et on peut réduire beaucoup le nombre de ports. Donc on reste avec ce data flow déterministe. On va juste ajouter les ports en tout comme ça. Et je vais vous montrer une abstraction qui s'appelle la composition concurrente et une version dynamique de ça, qui sont très intéressantes en soi, mais qui vont utiliser ce paradigme. D'abord, on va parler des protocoles de messages. Donc, qu'est-ce que c'est un protocole? Un protocole, c'est simplement une séquence de messages entre plusieurs parties. Et l'intérêt, c'est que ça fait quelque chose à un plus haut niveau d'abstraction. Un message, c'est un truc très primitif, on envoie un message. En général, on fait des choses plus costauds, plus importantes que ça. Et le protocole, c'est un niveau au-dessus des messages. Et on va donc avoir plusieurs messages ensemble qui ont un sens. C'est ça un protocole. Et je vais vous montrer ça avec des port objects, des objets ports. Et c'est dans le livre, section 5.3. Mais je vais principalement vous écrire le code pour ça. Donc ce sera très pratique. On va montrer plusieurs protocoles. D'abord, le plus simple, RMI, un client et un serveur. On va toujours avoir un client-serveur. Le client envoie le message et il attend la réponse. Super simple. Après, on fait la version asynchrone. Le client peut envoyer des messages sans attendre la réponse, envoyer plusieurs messages et attendre la réponse plus tard. Et ça veut dire que les deux envois, les deux allers-retours se chevauchent. Et si ça passe par un réseau, ça peut être beaucoup plus rapide, bien sûr, parce que les deux messages peuvent voyager plus ou moins en même temps, au lieu d'avoir l'un après l'autre. Donc ça, c'est le deuxième exemple. Après, il y a le callback, le retour. C'est quand le serveur, quand il reçoit un message, il a besoin d'une information qui dépend du client, donc il va interroger le client pour une petite information supplémentaire. Ça s'appelle le callback. Donc il interroge le client. Une fois qu'il a cette information, il peut continuer. En fait, c'est comme deux RMI imbriqués l'un dans l'autre. Et il y a plusieurs façons de faire ça. Le meilleur, c'est avec des threads. Mais si vous avez le malheur d'avoir un langage dans lequel les threads sont super chers, eh bien, on ne fera pas ça avec des threads. On fera ça avec quelque chose de peu plus compliqué, mais plus efficace. Parfois, c'est des continuations. Et enfin, on peut mettre tout ensemble. On peut avoir un RMI asynchrone avec callback. Les messages vont dans tous les sens et tout se passe bien. Donc ceci, ce sera très pratique.
Donc on va surtout faire du code. Donc je vais démarrer le système si je trouve. Voilà, je fais tout ça. Ça sera très très pratique. Je vais mettre le code sur le Moodle. En fait, je vais avoir un fichier qui contient tous les codes. Je vais d'abord définir l'abstraction. C'est new core object 2, c'est-à-dire de créer un core object sans état. Ça, c'est pour la démonstration, pour les exemples que je vais montrer. Comme ça. Et d'abord, on va faire RMI. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Donc on va créer un serveur. Ici on voit le serveur. Le serveur, ça c'est le serveur de procédure. En fait, c'est un core objet qui va recevoir un message, faire un calcul avec le message. Donc ici, le message, c'est un tuple calque, hein, x, y. X c'est l'entrée, y c'est la sortie. Donc le serveur va faire un calcul sur x. Et y va être la réponse. Y égale x fois x, etc. Donc ça, c'est très simple. C'est juste pour vous donner un exemple dans ce petit serveur. Et après, il y a les clients. Les clients vont recevoir un message d'un utilisateur qui s'appelle work pour démarrer. Après, il envoie au serveur un message calque. 1.0 y1, il va faire un calcul, il attend la réponse, wait y1, donc le wait c'est une opération qui attend que la variable soit liée, après on fait ça une deuxième fois, et après on va faire la somme. Donc je vais faire un dessin de ça. Si le temps va vers le bas, ça c'est le client, ça c'est le serveur, ça c'est l'utilisateur. Va envoyer un message. Work, ça c'est pour démarrer le système. Le client va envoyer un message au serveur qui va faire le calcul. Et le client attend la réponse. Après, le client va envoyer un deuxième message. Réponse. Et après, on va faire y égale plus y2. Et ça, c'est donc la réponse. Ça, c'est la valeur de y qui est tout. Donc c'est comme ça que ça va marcher. On va donc avoir deux allers-retours. C'est simple, hein? Ça, attention, après on va élaborer ça. Ça c'est le premier exemple. Donc on va d'abord créer le serveur. Voilà. Je peux vous montrer comment ça marche. Juste le serveur. J'envoie send server calc 1.0 y, voilà y. On va voir marcher les serveurs, voir pour tout résultat, 237.3. Après, on va regarder le client. Voilà. Maintenant, on va faire le travail. On va envoyer au client un message work y. Ça, c'est le user, l'utilisateur qui fait travailler le client. Et le client va faire ça. Et on va donc afficher le résultat. Et en principe, si tout va bien, on va voir le résultat. 1479.6. Facile, là. Ça, c'est donc un premier exemple. C'est le RMI. Mais maintenant, on va essayer de faire mieux, faire des choses un peu plus sophistiquées. On va faire une version asynchrone du RMI. Donc, je vais vous donner un deuxième exemple
un autre client. Ça, voilà, nouveau client. On va regarder le deuxième client. Il est un peu différent du premier. Comment regardez comment on fait? On fait send server et on n'attend pas le résultat. On fait le deuxième send tout de suite après. Vous savez, l'opération send, c'est une opération asynchrone. Ça va tout de suite envoyer le message. Ça veut dire mettre le message au bout du flow, du stream, sans attendre. Le send n'attend jamais. Donc c'est un envoi asynchrone. Il n'entend pas le résultat. On fait les deux, et après on attend le résultat. Je mets les deux wait après. En fait, je n'ai pas vraiment besoin de ces deux wait, parce que l'addition y1 plus y2 va aussi attendre, bien sûr, les deux résultats. Je n'ai pas vraiment besoin. Je garde le même serveur. Là, le serveur ne change pas. Et après, je vais vous montrer un peu la différence. En fait, il n'y a pas une super grande différence. Voilà, j'ai défini le client 2. Maintenant, je vais faire travailler le client 2. Et c'est le même résultat. Voilà, un peu anticlimatique. Mais en fait, ce que nous avons fait est beaucoup plus malin que la première fois. Je vous montre ce qui se passe dans les versions asynchrones. On envoie le premier message, le serveur fait son travail. On envoie le deuxième message juste après, sans attendre. Et les deux réponses retournent. Et après, on fait y égale y1 plus y2. Les deux allers-retours, maintenant, se chevauchent. Si les clients des serveurs ont été sur des ordinateurs différents, surtout sur un réseau, alors la version asynchrone aurait été presque 2 fois plus vite que la version synchrone. Ici, on a deux allers-retours, on a les deux qui sont chevauchés. Par contre, le résultat est exactement le même. Et le serveur, il n'a même pas vu la différence. Qu'est-ce qui se passe du point de vue du serveur? Il reçoit le premier message, il fait le calcul, après il attend qu'il soit le deuxième. Ici, pareil, il reçoit le premier message, il fait le calcul, il attend. Ici, il attend moins, mais il ne sait pas ça. La durée de l'attente, il s'en fout. Et il reçoit le deuxième message, il fait le calcul. Donc le serveur, c'est le même code dans le serveur et le même, exactement le même sémantique. Du point de vue du serveur, on ne voit même pas la différence. Il y a juste le client qui fait différemment. Et le résultat, c'est exactement le même et c'est 2 fois plus vite. Donc vous allez me dire, c'est nettement mieux ça. Et vous avez raison. Mais il n'y a pas tous les langages qui soutiennent malheureusement ça. Ça demande de séparer l'envoi et le retour en 2 opérations distinctes. Donc si votre langage est bien fait, on peut faire des choses asynchrones. Okay? Ça c'est le premier exemple. Maintenant, je vais vous faire avec la version avec retour, callback. Et vous allez voir encore des choses en place là. Donc ici, c'est un peu différent parce que le serveur va avoir besoin de petites informations du client. Donc, quand le client voit sa demande, le serveur fait son calcul, mais il dit, j'ai besoin de petites informations. Donc, il envoie le message du client, il reçoit le retour,
Après, il termine son calcul, il retourne et il donne le résultat final. Donc il y a un aller-retour du point de vue du client et un autre du point de vue du serveur. C'est comme si on avait 2 heures et demie imbriquées. OK. Je vais donc définir un nouveau serveur, comme ça. Vous voyez comment ça marche ici. Hein? Calque X, Y, c'est pareil, mais il y a un troisième argument qui identifie le client. Parce que le serveur doit pouvoir envoyer un message au client et chaque fois qu'on c'est un autre client, il faut qu'il envoie à celui-là, pas à un autre. Donc, on envoie l'identification du client aussi dans le message. Il envoie, ici c'est très simple, hein? On a juste besoin d'une petite valeur delta, D égale 0.1, et le serveur va donc envoyer un petit message delta, pour l'exemple. Ici, on va avoir D égale 0.1. Et cette petite valeur peut changer d'un client à un autre. Hein. C'est peut-être des frais de paiement, quelque chose, on ne sait pas très bien, qui dépend d'un client à l'autre. Hein. Donc, je définis donc le client. Je vais essayer de vous montrer tout le code. Voilà, comme ça en dessous. Et j'exécute ça. Je vous montre la heure. Et on a un problème. Z, on voit Z, il n'y a pas de valeur. Et donc il y a un bug. Vous aurez pu douter parce qu'il y a un commentaire qui dit this person is buggy. Donc cette version a un bug. Pourtant ce code il a l'air très simple. Hein? Quel est le problème ici? Le serveur il reçoit, il fait son calcul, il envoie ici. Ici on a bien le message delta D, unité. Ici on a le seul serveur hein, qui fait calcul 10 Y client. Client c'est la référence au client. Après il fait Z égale Y plus 10 hein, pour faire un petit calcul supplémentaire, le résultat c'est Z. Mais en fait ça ne marche pas. Il y a un blocage. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement attendu. Dans les port objets que nous avons définis, la façon dont on les avait dit, ce code ne peut pas marcher comme ça. C'est bête parce que ça aurait été facile de pouvoir écrire ça comme ça. Hein. Après, le tour. Donc, il y a un bug ici. Et ce bug est totalement attendu avec les port objets qu'on utilise. Un port objet, c'est un thread, un port et une boucle. L'important, c'est de comprendre qu'un port objet, c'est un seul thread. Et un thread, on peut voir un thread comme une unité d'attente. Si on a besoin d'attendre dans un programme, mais on ne peut pas l'attendre soi-même, on peut créer un thread pour attendre hein, à votre place. Donc, vous avez une idée pourquoi ça ne marche pas? Quelqu'un? Il n'y a rien de spectaculaire dans ce bug. C'est une conséquence logique de port objets qui sont définis avec un seul thread. Donc un port objet, c'est un thread, il reçoit des messages l'un après l'autre, et quand il reçoit le message, il fait un case où il fait un calcul, après il fait la boucle et il attend le message suivant. Alors si on fait ça, ça veut dire qu'un port objet peut attendre sur une chose à la fois, hein, un message qui arrive. Mais ici, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Eh bien, petite astuce, des indices. Je mets 5 serveurs, calque, etc. Et après, j'attends le résultat ici. Z égale Y plus 10. J'attends donc le résultat final pour faire
pour retourner ici. J'attends le résultat final. Quand je dis j'attends, il faut que dans votre tête, petite clochette qui sonne, il y a un trade qui attend. Qui attend, c'est toujours un trade. S'il y a l'attente, c'est qu'il y a un trade qui attend. Et quand un trade attend, il ne peut pas faire autre chose en même temps. Et quel trade attend ici? Il y a un trade qui attend Y plus 10. C'est lequel? Il n'y a pas 10 000 trades dans ce programme. C'est le trade du client. C'est le trade qui définit l'exécution du client, qui attend tous les messages. Bien, mais ce trade, à un moment, il est bloqué, il est occupé quelque part. Il est ici, il est bloqué à l'intérieur de ce message. Il traite le message WorkZ et il est en attente ici. Là, sur cette ligne-là. Et du coup, il ne peut pas traiter un message qui arrive au port objet. Vous voyez? Si quand le message delta arrive, il n'y a pas de thread qui l'attend. Le thread, il est déjà occupé en attendant ici le résultat. Le problème, c'est qu'on doit attendre sur deux choses pour que ce callback il marche. Vous voyez, ce n'est pas totalement évident. Vous voyez le problème là? Ici, on attend, mais si on attend ici, alors le port objet client ne peut pas traiter le message delta. Parce que pour traiter ce message, il faut que le thread du port objet soit disponible pour le prendre. Mais ce thread, il est occupé. Donc ce code est buggé. Ouais. Vous voyez pourquoi le code ne peut pas marcher? C'est important hein, que vous compreniez pourquoi ça ne peut pas marcher. Ça va, vous avez compris? Qui a compris? Ah, c'est bien, ok. Bonne partie. Ceux qui ont compris peuvent expliquer aux autres. Alors, comment est-ce qu'on va corriger ce bug? Eh bien, un thread, c'est une unité d'attente. Ça, c'est clair. Et ici, on doit attendre Z égale Y plus 10. Alors, la solution la plus simple, c'est que ce n'est pas le thread du port qui attend, mais un autre. Lequel? Bon, on peut en créer un. Hein? Dans la concurrence pour les nuls qu'on avait vu, on a dit que les threads sont des choses naturelles pour attendre et pour débloquer les choses. Donc, pour corriger ce problème, la façon la plus simple, c'est que l'opération Z égale Y plus 10, on le met dans un thread. On met un thread qui fait ça. Un simple thread N. Ceci, c'est du code fonctionnel, ça. Il n'y a pas de cellules là au port. Et donc, ça ne va pas créer un bug. Faire attendre un calcul dataflow qui n'a pas de cellules ne crée jamais de bug. Ça, c'est la leçon de la concurrence du nul. Donc, créer un thread là est totalement acceptable. Ça veut dire que ce thread attendra que le Z soit lié. Et donc, on peut donc faire une version correcte. Je vais vous définir cette version-là. Voilà la version correcte. Je vais essayer de vous mettre ça bien, pour qu'on voit tout. Voilà. Regardez ce que j'ai fait. J'ai fait très simple. J'ai mis ça dans un thread. C'est tout. Vraiment très simple. Parce qu'on doit attendre ça. Mais on doit aussi attendre les messages qui arrivent. Donc on doit pouvoir attendre sur deux choses. Il faut deux threads. Et à ce moment-là, ça va marcher. Attention, si je compile ça
Et si je l'exécute tout de suite, ça ne va pas marcher. Hein? Ça, c'est typiquement un problème de débugage de problèmes concurrents. Supposons que je définis ça. J'ai corrigé le bug. Ouais. Hein? Je travaille dans une entreprise, j'ai trouvé le bug, j'ai corrigé le bug, je crée le client et j'exécute. Et merde, ça a l'impression de ne plus marcher encore. Pourtant, c'est la bonne solution. Maintenant, je suis en train de jouer à votre tête, hein, parce que là, ce n'est plus le code, il est parfaitement correct. Mais la leçon ici, c'est que ce client, ce nouveau client, il communique avec quel serveur? Eh bien, c'est l'ancien serveur. Mais il est bloqué, l'ancien serveur. Hein? Il n'est pas en état de marche. Et donc, leçon, quand on veut débugger un système concurrent, il faut redémarrer tout le système. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, pour que ça marche, je dois recréer un nouveau serveur qui n'est pas bloqué. Et maintenant, je peux créer un client qui travaille avec le nouveau serveur, pas avec l'ancien. Maintenant, ça marche. Hein? Vous voyez, le deuxième bug, ce n'était pas un bug du code, hein? C'était parce que le nouveau client avait essayé de communiquer avec l'ancien serveur qui était toujours dans le système. Vous voyez, c'est pour vous montrer un peu les subtilités quand on veut débugger des programmes concurrents. Leçon, quand vous voulez débugger un programme concurrent et vous corrigez le bug, il faut redémarrer tout le système. Et pas simplement réessayer avec le code corrigé. Hein. Okay. Et maintenant, ça marche. Ok, ça c'est donc une très bonne solution. Et c'est la meilleure solution. Oui, donc c'est super simple. Hein. On met un trait autour de l'instruction et ça marche. Malheureusement, vous allez me dire, il y a toujours des problèmes. Malheureusement, certains systèmes n'aiment pas cette solution parce que les traites sont chères. En Java, les traites sont des trucs lourds, chers. Pourquoi? Raison historique. Hein? Donc, ce n'est pas vraiment la meilleure solution pour Java. On préfère avoir une solution qui ne demande pas de créer un thread. OK. Donc, il faut une autre solution. Alors, on va essayer de faire une autre solution. Il est possible. L'autre solution s'appelle, on utilise ce qu'on appelle une continuation. Une continuation, c'est une structure de données qui contient assez d'informations pour faire la suite du calcul, en général. Donc, je vais vous montrer une solution qui n'a pas besoin de thread. Donc, pour un langage comme Java, on va utiliser une autre solution. Donc, voici le client dans cette nouvelle solution. Et quelle est la différence maintenant? Si on regarde l'ancien client, je vous montre l'ancien. Ça, c'est la méthode qui fait workZ. Le problème, c'est que le thread attend en plein milieu de cette méthode. Il fait le send et il attend quand il fait y plus 10. Donc il attend au milieu. Alors on avait corrigé ce problème en créant un thread. Mais il y a une autre façon de corriger le problème, c'est de couper cette méthode en gris là en deux méthodes. Et quand on fait le send, on fait la première méthode et la deuxième c'est une autre méthode qui est en fait déclenchée par un autre message. Et du coup, on n'attend pas plus au milieu. Ici, dans la deuxième solution, vous voyez, on fait un send. Ici, calque
10, client Y, mais on crée, on coupe le message en deux. Le send et le Y égale Z plus 10, on va les mettre dans deux messages différents. Et après faire le send, le premier message il est terminé. Mais pour les Y égale Z plus 10, on va créer un deuxième message. Et je l'appelle continuation là, hein, avec assez d'arguments pour continuer. Donc la suite du travail c'est Y égale Z plus 10. Et si on regarde le serveur, bon, le serveur il va toujours envoyer le delta au client, il fait son calcul, et après il termine en envoyant au client la continuation. C'est-à-dire que c'est un emballage avec la suite du travail. Hein? C'est une continuation qui contient Y et Z, et quand le client reçoit continuation Y, Z, il peut faire tranquillement Y égale Z plus 10. Donc c'est le même thread qui attend sur la continuation et sur le delta. Voyez l'idée de cette solution? On a un message ici, on a le case of work, Z, I et then. Et on a un code ici. Le problème c'est que le thread il attend au milieu. L'attente c'est au milieu. Donc la solution c'est on coupe ce truc en deux. Donc on fait cette première partie et la deuxième partie fait le deuxième bloc. Vous voyez le message original ici, qui est ces deux parties-là, on le coupe en deux et ça veut dire que chaque message s'exécute complètement. Il n'y a plus d'attente au milieu. Vous voyez? Et pour ça, on a besoin d'emballer le travail ici. Donc, la structure continuation contient les données nécessaires pour faire ce travail-là. Et ça, on doit l'envoyer comme un message. Donc, on a un message supplémentaire, mais on ne doit pas créer de thread. Vous voyez ce qu'on a fait? On a donc coupé le message en deux. Comme ça. Et ça marche. Parce que quand on envoie send server, le thread du client sera de nouveau libre. Il va attendre ici pour deux possibilités, pour la continuation et pour delta. Il va d'abord recevoir le delta, il va lire le delta, après il sera de nouveau en attente, il va recevoir la continuation et il va faire Z égale Z plus 10 et c'est bon. Donc il n'y a plus jamais d'attente au milieu d'une méthode. Ça c'est donc une autre solution. Par contre, cette solution est plus compliquée et demande aussi de changer le code du serveur. Ça c'est moins intéressant. Et il y a un message en plus. Donc en principe, ça marchera aussi. Je vous montre ce que ça donne. Et on a en principe le même résultat, 135.01, c'est le résultat de notre calcul. Ça c'est donc la deuxième solution. On appelle ça un record continuation, parce que la continuation c'est un record. C'est un record ici, la continuation, qui contient des données, et l'instruction est ici. Vous voyez comment ça marche? Donc cette solution, ça complexifie un peu plus le programme, mais il n'y a pas besoin de créer à faire. Ça c'est l'avantage. Certains systèmes c'est mieux. Il y a encore une autre solution qui s'appelle la continuation avec une procédure. Je vais vous montrer le code.
c'est presque la même chose. Ça. C'est que maintenant, au lieu d'envoyer un retort avec des arguments, on crée une procédure, c'est du higher order, on crée une procédure à 0 argument qui emballe le travail à faire, y = z + 10. On envoie cette procédure au serveur, mais qui le retourne. Ici, le serveur va recevoir cette procédure et va l'envoyer au client. Et le client va simplement exécuter la procédure avec les appelages. Vous voyez, c'est une procédure à 0 argument. Quand on exécute cette procédure, on fait y = z + 10. L'avantage de cette solution, c'est que tout est un peu ensemble. Le send et l'addition sont maintenant tout près dans le code, si on veut. Il n'y a pas un deuxième truc. Et ici, on peut exécuter n'importe quelle procédure. Ça ne peut pas forcément celui-là, ça pourrait être d'autres procédures aussi. Par contre, pour l'autre solution, il faut une méthode pour chaque continuation. Ici, on a une seule méthode qui peut marcher pour toutes les continuations. Par contre, ça a besoin de higher order pour marcher. Vous pouvez essayer ça et ça marchera. Ça marchera aussi. Vous voyez comme parfois on doit faire des choses pour contourner les limitations du système. Donc je vous ai montré 3 manières de faire le RMI with callback, dont le meilleur, c'est simplement entourer le calcul d'un thread. Les autres sont bons aussi, on n'a pas besoin de créer de thread, mais complexifie le code. Surtout si on a besoin de plusieurs comme ça. Si on a, en général, on peut avoir plein de messages, le serveur va être beaucoup plus compliqué, et ça sera un peu, il y aura un peu de continuation partout, ça c'est moins joli pour la maintenance. Et l'autre chose, c'est qu'ici, on va carrément changer le code du serveur. Mais avec l'autre solution, on change juste le code du client. C'est beaucoup plus modulaire, hein, si on n'a pas besoin de changer le code du serveur. Et vous avez vu tout ce code, je ne sais pas si c'est déjà sur le Moodle, mais je vais le mettre tout ça sur le Moodle. Et il y a un dernier exemple, on peut combiner les deux choses, RMI asynchrone avec callback. Ça veut dire que le send, on fait 2 send asynchrones, et chaque send, le serveur doit faire un retour avec un delta. Et on ne veut pas que les 2 send, on veut que ça se chevauche, on ne veut pas qu'il y ait une attente, hein, 2 allers-retours, tout se chevauche. Même chose pour les retours, pour le delta. Et donc, ça, je vais vous laisser ça comme exercice de faire ça. Vous allez combiner la solution avec callback. Je vous conseille d'utiliser la version thread et la RMI asynchrone qui est très simple pour faire un asynchronous RMI with callback. Ça, c'est un peu le protocole le plus compliqué que je vous montre là. OK? En fait, il y a une solution dans le livre, mais ne regardez pas ça avant d'essayer vous-même. C'est pas très compliqué le code. Ça a l'air compliqué quand on voit ça comme ça, mais ça c'est juste une apparence. En fait, c'est une combinaison de 2 et 3, et c'est très très logique et le code il est très simple en fait. Okay? Donc ça, je vous laisse comme exercice de faire ça. Vous voyez un peu, on peut jouer comme ça avec la synchronicité, asynchronicité et la création de threads. Ok, ça c'est tout ce que je vous dis sur les message protocols. Maintenant, on va parler du garbage
Donc je change un peu le sujet, mais comme on est un peu vers la fin du trimestre, ça c'est un sujet important, la gestion de mémoire. Et comme vous avez vu la sémantique, et vous avez maintenant une certaine maturité, je peux vous expliquer ça. Mais je pense qu'il est déjà presque temps. Je vais faire la pause et après je vais parler de garbage. J'ai un ami physicien, il a fait un doctorat en physique théorique à l'Université de Californie, Berkeley. C'est pas mal là. Et après, il travaille chez IBM. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait la maintenance de leur système de garbage collect. Et quand quelqu'un a une chute pour un physicien théoricien, et quand on lui demande qu'est-ce que vous faites au boulot, il dit bah, je suis garbage collector, je suis éboueur. Il dit ça a toujours été un petit peu. C'est une histoire véridique. Ok, la gestion de mémoire, c'est une chose très importante et la plupart des langages font ça actuellement. Je vais vous expliquer ça avec la sémantique. La sémantique que nous avons vue suffit largement pour tout comprendre comment le garbage collect marche. Donc je vais vous expliquer ça. Et c'est important pour tous les paradigmes. Hein? C'est indépendant du paradigme, c'est important toujours. Vous vous souvenez de l'optimisation de la récursion terminale et le fait qu'on peut, l'optimisation du dernier appel, on a, contre le dernier appel, une fonction c'est récursif, la taille de la pile est constante. Et on a vu ça avec la sémantique. Mais la garbage collect, on va aussi voir ça avec la sémantique. Mais pour commencer, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez vraiment bien de ce qui se passe et de quoi il s'agit. Voici un petit programme, loop 10 de i. Si i égale 10, il y a un else. Désolé, je peux pas mis ça, mais il y a un petit peu dans ce programme. Je pense que c'est ça la corrigé aussi. Comme quoi, si i égale 10, alors skip, donc on ne fait rien. Sinon, on affiche i et on appelle loop 10 de i plus 1. Si j'appelle loop 10 de 0, ça va afficher les entiers de 0 jusqu'à 9. Hein? C'est clair, pour définition. Hein? Très simple. On va regarder ce qui se passe dans la mémoire. Et comment est-ce qu'on peut gérer ça? Voici l'exécution avec la machine abstraite. Loop 10, 0, avec son environnement, avec mémoire sigma. On fait l'appel, on fait un browse, ça c'est l'appel récursif, et après on fait loop 10 i plus 1, hein, c'est le corps de la procédure ici. Hein. Vous voyez, le loop 10, il devient browse, suivi par loop 10 i plus 1, donc je saute quelque part, j'ai browse, loop 10 i plus 1. Et j'ajoute une variable. J'ai i, la variable i ici, browse i. Hein, c'est la variable que je vais appeler i0, qui est égale à 0. C'est en fait l'argument. Hein, okay? Et je continue à exécuter. Ici, donc je fais le browse, donc il est enlevé de la pile. Je fais loop 10 i plus 1, et de nouveau, i plus 1, ça devient 1, à 0 plus 1. Je fais l'appel récursif, browse i, et là, j'ai un nouveau i. Alors, le i plus 1, c'est une deuxième variable. On a i0 égale 0. Après, on a le i plus 1. Et en fait, on aura i1 égale 1. Avec ça, hein, dans la mémoire. Vous voyez, on a donc créé une nouvelle variable, i1 égale 1. Par contre, la variable i0 n'existe toujours pas.
Et on continue, jusqu'au bout. Ici, le I est égal à 9. On a la variable I9. Et vous voyez qu'on a ajouté, on a 10 variables ajoutées. I0, I1 jusqu'à I9. Donc à chaque fois quand on fait un appel, on crée une nouvelle variable en mémoire. Et ces variables ne sont jamais enlevées, hein. On les crée. Vous voyez? Mais si vous regardez bien le dernier appel ici, le browse I, il va afficher I9. Le loop 10, I plus 1, il a besoin d'I9. Les autres variables, I0 jusqu'à I8, en fait, on n'en a plus besoin dans l'exécution. Vous voyez ça? Pour la suite de l'exécution ici, on a juste besoin d'I9. Et donc, l'idée, c'est que I0 jusqu'à 8, peut-être on pourrait récupérer nos mémoires, les enlever. Ça ne fera pas de but parce qu'on n'en a plus besoin. Donc, je mets deux observations ici dans cette exécution. D'abord, sur la pile et sur la mémoire. Vous voyez que la taille de la pile est constante. On a loop 10 de I, après on fait browse et l'appel récursif. Le browse, on l'enlève, on a un loop qui reste. On fait l'appel récursif, browse loop, on a fait le browse, loop qui reste. Donc il y a toujours une instruction à la fin, c'est loop, sur la pile. Donc la taille de la pile est constante ici. Par contre, la taille de la mémoire ne fait que grandir. Je n'ai jamais expliqué qu'on n'enlève jamais des variables de mémoire. On peut créer des variables, mais jamais les enlever. Parce que qui sait, on aurait peut-être besoin. Mais attention, la plupart des variables ne sont utilisées pour un bref moment, et après elles ne sont plus utiles, on n'en a plus besoin. Et donc, l'astuce maintenant, ce garbage collect, c'est qu'on essaye d'enlever les variables dont on n'a pas besoin. Et ça, c'est tous les langages. Tous les langages ont une pile et une mémoire. La mémoire, dans ce langage, s'appelle en général le heap, le tas. Hein? On sait, on a une opération malloc qui va allouer des trucs. Dans un langage comme Java, c'est un peu caché. À chaque fois qu'on crée un objet, on crée des structures, on crée des objets sur le tas, le heap. Et ça correspond à la mémoire sigma. Et le tas ne fait que grandir. Par contre, la pile peut devenir plus petite. Donc la pile et la mémoire sigma, ce n'est pas la même chose. Ok? Donc vous voyez un peu l'idée. L'idée, c'est qu'il faut regarder la mémoire, donc le tas. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour éliminer les variables dont on n'a pas besoin? Et pour expliquer ça, il faut faire un lien entre la machine abstraite et l'architecture. Et parce que l'architecture sont des mots. La mémoire est organisée comme une séquence de mots. Un mot, c'est un vecteur à taille 64, avec 64 bits. Hein? Avant, c'était 32, mais depuis quelques années, c'est 64. C'est un peu la taille minimale d'une entité, d'un pointeur, c'est 64 bits. On peut adresser beaucoup d'espace mémoire avec ça. Avec ce mot, on représente tout ce qui est dans la sémantique, dans la machine abstraite, la pile, les records, les variables, les cellules, tout est représenté avec des mots. Okay. Je ne veux pas vous expliquer exactement comment ça marche. On peut regarder ça. Un record, comment est-ce que c'est représenté? Hein? Bon, chaque argument, c'est un mot. Il y a aussi un mot pour l'étiquette, etc. C'est une sorte de vecteur avec des mots. Et on peut donc, pour chaque structure, expliquer comment c'est stocké en mots. Mais ça, pour ce que je veux vous expliquer, ce n'est pas nécessaire de rentrer dans tous les détails. Donc, quand un processus démarre dans le système d'exploitation, le processus, on lui donne un ensemble de mots.
initiale. Vous avez 8 mégaoctets de mots, par exemple, 1 million de mots, par exemple, pour son exécution. Et le processus commence à s'exécuter avec, disons, 1 million de mots. Et si ce n'est pas assez, il peut faire un appel au système d'exécution pour demander plus de mots. Et on pourrait éventuellement lui donner ou dire non, je suis désolé, il n'y en a plus. Hein? Et par contre, il peut aussi réduire son utilisation. Et c'est le système d'exploitation qui donc gère tous les processus et toutes leurs demandes de mémoire. Hein. Quand un processus se termine, tous ces mots sont redonnés au système d'exploitation qui est libre à les allouer aux autres. Hein. Il y a toute une gestion. Donc je ne vais pas parler du système d'exploitation, je vais parler des mots à l'intérieur d'un processus. Un mot a un cycle de vie, en fait. Un mot peut être dans 3 états: actif, libre, free ou inactif. Quand on commence l'exécution, tous les mots sont dans le flux. Donc un processus commence, il a 1 million de mots qui sont libres, qui ne sont pas encore utilisés. Après, il a besoin des mots pour la pile. Avant, une partie de ces mots, on les prend et on fait la pile, par exemple. Donc, quand le programme a besoin d'un mot, il va allocate un mot, et le mot devient actif. Actif, ça veut dire qu'il est utilisé par le programme. Donc, peut-être que le programme va utiliser 200 000 mots qui sont actifs, et les 800 000 sont libres. D'ailleurs, dans le système d'exploitation, on peut parfois, il y a des outils pour vous montrer ça, la répartition des mots qui sont libres ou pas libres. Et donc, un mot est donc utilisé actif. Et quand le programme n'a plus besoin du mot, comme les variables I0, I1 et I2, il n'a plus besoin de mots. Ou comme le sommet de la pile. Hein, si on enlève une instruction de la pile devient plus petite. Donc certains mots sont libérés. Ça s'appelle deallocate. Donc certains mots, on les libère et ils redeviennent free. Ça c'est la plus simple. Donc quand le programme n'a plus besoin d'un mot, si le programme sait qu'il n'en a plus besoin, il va directement libérer le mot. Il va le donner, et en C, dans le langage C, il y a l'instruction free, qui va libérer les mots dans un bloc mémoire. Par contre, ça c'est la première cas. Par contre, le problème, c'est que le programme ne sait pas toujours si un mot est libre ou pas. Ça c'est bizarre, mais je vais vous expliquer comment ça peut arriver. Supposons qu'un programme crée une très grande structure de données, un arbre, comme on a vu dans le deuxième cours, un grand arbre. Et il va faire une mise à jour, il va créer un nouvel arbre qui va utiliser des parties de l'ancien arbre. Mais d'autres parties de l'arbre, on n'en a plus besoin. Et donc, dans la mémoire, certains mots vont être utilisés pour l'arbre, le nouvel arbre, mais d'autres mots, ils étaient utilisés avant pour un arbre, mais pour l'instant, on n'en a plus besoin, il n'y a plus de référence. Mais le programme ne le sait pas. Ça fait partie d'un gros calcul. Il n'est pas évident de regarder un mot et dire est-ce qu'il est libre ou pas. Parce qu'il est libre s'il n'y a aucune référence vers lui. Mais c'est compliqué à savoir ça. Donc, le programme ne peut pas toujours savoir si un mot n'est plus utile. Donc, un mot peut devenir inactif. Ça veut dire un mot dont on n'a plus besoin, mais le programme ne le sait pas. Donc, si on a l'œil divin, si Dieu regarde le programme, il peut dire ce mot-là, on ne va plus jamais en avoir besoin. Mais le programme ne le sait pas. Parce que peut-être qu'il y a toujours une référence quelque part vers ce mot-là. Qui sait? Donc, mais quand un mot devient inactif, c'est qu'il pourrait être libéré,
si on pourrait vérifier qu'il était vraiment, dont on n'avait vraiment plus besoin, plus jamais. À ce moment-là, on pourrait le remettre avec les mots libres. Et ça s'appelle la récupération, reclaim. Il y a deux façons de faire ça, à la main ou avec le ramassage de miettes. Avant, dans le préhistoire et dans certains langages, comme le C, les langages très primitifs ou l'assembleur, c'est le programmeur qui doit savoir quand un mot est libre et le remettre avec les mots libres. Mais ce n'est pas facile. Dans la plupart des systèmes actuels, ce pas est automatique. C'est fait par un système qui s'appelle le garbage collector, le ramassage de miettes. C'est ça que je vais expliquer. Donc, un mot inactif, en fait, qui de facto on n'aura plus besoin, mais en fait on ne le sait pas encore, on doit tôt ou tard le libérer. C'est logique, quelque part, il ne peut pas rester toujours. Alors, qu'est-ce qui se passe? On peut avoir des problèmes. Il y a deux types de problèmes. Ils s'appellent en anglais dangling reference and memory leak. Dangling reference, on peut appeler ça un pointeur vide. C'est le système pense que le mot est inactif, mais non, il est toujours actif. Donc on va libérer le mot, mais en fait il est toujours utilisé. Ça veut dire qu'on va le traiter comme un mot libre, on va le réécrire dedans, clac, on va casser une structure de données parce qu'il est toujours utilisé. Ça s'appelle un dangling reference. Ça veut dire un pointeur dont la référence traîne, dangles, ça traîne un peu comme ça. On a l'impression que ce mot est inactif, mais non, il est toujours actif. Donc ça peut carrément faire planter le système si ce problème arrive. Mais ça va toujours faire un peu où un programme se plante. Ou ça peut aussi corrompre les structures de données. C'est extrêmement chiant, ce problème. On ne veut pas que ça arrive. Le deuxième problème, c'est peut-être encore plus chiant. Ça s'appelle une fuite de mémoire. La mémoire fuit. C'est comme on vivait dans un univers et l'espace disparaît, fouillait. Il y avait un épisode de Star Trek comme ça. L'Enterprise était dans une bulle et la taille de l'univers est une sphère de 700 mètres. Et l'univers devenait plus petit. C'est un peu comme ça. Un mot n'est jamais récupéré, même s'il est inactif, il n'est pas atteignable. Ça veut dire que la taille du processus gonfle. Le processus devient très très grand. Il y a une autre analogie de ça que j'adore. Vous avez déjà vu le film Kirikou et la sorcière? Vous connaissez ça? Qui connaît ça? Certains. Il y a un monstre qui boit de l'eau là-dedans. Vous vous souvenez? Dans la source. Ça, c'est une fuite d'une mémoire. L'eau disparaît parce que le monstre boit toute l'eau et continue à devenir énorme. C'est une fuite de mémoire. Donc, ce sont les deux problèmes qu'on peut éviter. Donc, la récupération, il y a deux façons de le faire. Ou on peut le faire à la main, manuel, avant on faisait ça, ou on le fait automatiquement. Par contre, il faut la plupart des systèmes actuels le font automatiquement et c'est très intéressant. Ok. On va retrouver notre exemple ici. Vous vous souvenez là, le sigma, il grandit, il n'y a que des trucs qui s'ajoutent. Par contre, la pile reste toujours à peu près la même. Un élément 2, 1, 2, 1, 2. La pile reste toujours à peu près la même taille. Quand la pile réduit en taille, on peut immédiatement désallouer et libérer les mots. Quand on enlève le sommet, on libère tout de suite. Par contre, la mémoire sigma ne va jamais réduire en taille. Ni la mémoire des cellules non plus. Le sigma 1, sigma 2, ça ne fait que grossir. Alors,
il est possible qu'il y a des variables et des cellules qui deviennent inactives. Comment est-ce qu'on peut le savoir? Eh bien, quand est-ce qu'un mot devient inactif? Quand est-ce qu'un programme n'a plus jamais besoin d'un mot, une variable ou une cellule, hein, parce que les variables et les cellules sont implémentées avec des mots. Donc, ça devient inactif quand on ne peut pas atteindre ce mot à partir de la pile. Donc, la pile, c'est la partie active du programme. Hein, on peut en avoir plusieurs, hein, si on a plusieurs threads. Donc, tous les threads, toutes les piles, c'est le programme exécute à partir de ça. Et donc, toutes les structures dont on a besoin, on doit pouvoir les atteindre en commençant de la pile. Okay? Ici, par exemple, il y a I9 dans la pile. I9. Hein? I9, on en a besoin. I0 jusqu'à I8, on ne peut pas les atteindre depuis la pile. Donc, ils sont inactifs. Hein? Je le mets en bleu. Voici un autre exemple avec une liste K1. K1 égale C bar K0. K0 égale 1000. C égale 6. Mais il y a aussi K2 égale B bar K1 et B égale 5. En fait, il y a une liste de deux éléments en mémoire, mais I ne fait référence qu'après le premier élément. Hein? Le browser fait référence à la liste 6 bar 1000. Hein? Mais attention, la variable K2 et B, les variables K2 et B sont inactives. En fait, ça veut dire qu'avant, on avait créé une liste 5, 6, 1000, mais là, le browser n'a besoin que de la liste 6 bar 1000. Le 5 et la première paire, on n'en a plus besoin. Donc, les deux variables bleues, là, avec leur lien, sont inactives. Et on pourrait les éliminer sans créer de l'ER. Alors, la question, comment on les trouve? Ok? Comment on les trouve? Alors, je vais vous donner une petite définition formelle, mais pas très compliquée, qui va vous dire quand est-ce qu'un mot ou une variable est actif ou pas actif. Donc, l'exécution du programme est déterminée par la pile. Hein. Toute l'activité du programme vient de la pile, vient du thread qui s'exécute. Okay? Tous les mots sont atteignables, mais directement ou indirectement. Hein. On peut avoir une variable, faire un truc, là-dedans, il y a une autre variable, et ainsi de suite. Hein. Ça peut aussi être une référence indirecte. On doit donc trouver des variables, des cellules, qui ne sont pas atteignables. En fait, ce n'est pas très simple comme algorithme, parce qu'il faut ce qu'on appelle, il faut faire ce qu'on appelle une fermeture transitive closure, de la relation d'atteignabilité. Je ne veux pas vous expliquer cet algorithme en détail. Il y a des gros bouquins qui donnent plein d'algorithmes pour faire le garbage collector. C'est un énorme domaine où chacun essaie de faire l'algorithme le plus rapide, le plus astucieux. Et toutes les variables de cellules qui sont atteignables sont actives. Tous les autres sont inactifs. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on commence avec la pile, on va suivre les variables et on va faire une petite marque, hein, un peu de peinture rouge sur chaque variable qu'on touche et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on ne peut plus rien faire. C'est ça la fermeture transitive. Et une fois qu'on a fait tout ça, on va voir est-ce qu'il y a des variables qui ne sont pas colorées et celles-là sont inactives. Ok? Comme ça que ça se fait. Et ça, c'est le slide le plus formel. Hein? Je vais vous donner une petite définition formelle, mais après, on ne va pas regarder en détail la définition. C'est pour vous donner une idée vraiment précise de ce que ça veut dire qu'une structure est atteignable ou pas. Supposons qu'on a une pile ST
et mémoire sigma. Sigma 1, c'est les variables, sigma 2 sont les cellules. On va dire V sigma, c'est toutes les variables dans sigma. Juste un ensemble des variables, sans les liens. Et VST, c'est toutes les variables dans la pile. I9, par exemple. C'est tout. On a une relation d'atteignabilité 1 par, donc X peut atteindre Y si X égale un record qui contient Y. Ça veut dire que X, en mémoire, est lié à un record qui contient Y. Donc si on peut atteindre X, on peut aussi atteindre Y. Vous voyez, parce que Y fait partie du record. Ou la même chose pour une cellule. X peut atteindre Y si X est un nom de cellule et Y c'est le contenu d'une cellule. Donc si X est atteignable, les Y aussi. Si on connaît le nom de cellule, on peut connaître son contenu. Ça c'est donc un pas, mais maintenant on va faire plusieurs pas. Une variable quelconque, que j'appelle xn, est atteignable s'il existe un chemin x0 jusqu'à xn, tel que x0 est sur la pile, VST, et il y a une atteignabilité sur chaque pas intermédiaire. Ça veut dire qu'on peut trouver xn en commençant par une variable relative. Voilà, c'est tout. Et avec cette relation, si on a la pile et l'état d'exécution, la mémoire, on peut faire un algorithme qui calcule toutes les variables atteignables et toutes les variables qui restent, on peut les enlever. C'est tout. Donc je retourne sur notre schéma ici. Supposons qu'on a un état d'exécution ST sigma. Le garbage collection, c'est l'algorithme qui va trouver les variables qui sont inactives. Et donc toutes les variables inactives, ici, en rouge, on va les libérer. Et on va les enlever de la mémoire. C'est une chose que normalement on ne va pas faire. Mais en fait, le programme n'en va même pas s'en rendre compte qu'on avait enlevé une variable. Et je retourne à notre exemple ici avec le loop. Oui, on fait l'exécution ici jusqu'à I9. La partie bleue ici, c'est la mémoire. Maintenant, on a un pas spécial, une petite flèche GC. Ça veut dire qu'on fait tourner l'algorithme de GC. Cette chose, on a donc ST sigma. Normalement, on fait non pas l'exécution. On a ST sigma prime. On va enlever les variables inactives. Donc en fait, sigma prime est un sous-ensemble de sigma. ST ne change pas. En fait, du point de vue de l'exécution, ce pas ne fait rien. C'est comme si on n'exécute aucune instruction. En fait, le programme ne va même pas se rendre compte qu'il s'est passé quelque chose. Mais si on fait un GC ici, l'ensemble I0 jusqu'à I9, il n'y a que I9 qui va rester ici. On enlève, attends, c'est le même ST, là, ça ne change pas la pile, le garbage collect. Le garbage collect enlève des variables et leur liage. Ça n'a aucune influence sur l'exécution. Avec ou sans le garbage collect, le programme fera exactement la même chose. C'est comme une opération nulle pour l'exécution. Et comme les variables sont inatteignables, le programme ne va même pas se rendre compte qu'il y a quelque chose qui manque. C'est curieux, hein? C'est comme si Dieu regardait l'univers et disait, bah, il y a quelques protons. Personne ne va jamais les remarquer, bah, je vais les éliminer. Et personne ne remarquerait que tout d'un coup, il y aurait moins de protons dans l'univers.
Bon, j'espère que c'est pas comme ça, mais dans un programme, c'est comme ça. Je ne crois pas que oui, dans une simulation. Dans un ordinateur, c'est comme ça. Donc voilà, c'est comme ça que maintenant vous avez compris en principe comment ça marche. Et c'est très très utile. La plupart des langages modernes font ça. Il est très rare qu'un langage qui ne fait pas du garbage collect. Certains langages de très bas niveau qui permettent un accès direct au processeur, ils ne le font pas. En général, un langage qui permet d'écrire des pilotes, des drivers, des choses qui doivent manipuler la mémoire de plus bas niveau, les device drivers, les pilotes pour les systèmes, les dispositifs du matériel. Là, tout doit être fait à la main, et là, il ne faut pas les mains. En général. Mais même, il y a des petits malins qui ont fait des algorithmes de garbage collect pour C++. En général, c'est impossible, parce qu'en C++, on peut faire ce qu'on appelle un cast. On ne connaît pas vraiment le type. Et donc, le garbage collect, c'est certaines hypothèses là-dessus. Et si les hypothèses sont vraies, il marche. Comment on dit en Internet, YMMV, Mileage May Vary. Pas garanti que ça va marcher. Pour C++. Mais pour la plupart des langages modernes, it's OK, ça marche toujours bien. Ils sont même très rapides. Et je termine par vous expliquer la différence entre mémoire active et consommation de mémoire. Jusqu'à maintenant, la mémoire active, c'est combien de volts le programme a besoin à un moment donné. Et la consommation, c'est le nombre de mots alloués par unité de temps. Par exemple, un programme peut allouer beaucoup de mots, mais la plupart sont libérés tout de suite. Donc même sa mémoire active peut être toute petite, même s'il a beaucoup de mots. Et je donne deux exemples de programmes. Un in-memory database, une base de données qui stocke toutes ces données en mémoire, a bien sûr une énorme mémoire active. C'est toutes les données qui sont stockées dans la RAM. Des terabytes. Mais la consommation est petite parce que quand on fait une requête, une query, on a besoin de regarder une infime partie. Ça. Donc c'est un exemple de programme avec une grande mémoire active, mais une petite consommation. Et le contraire, une simulation de molécules qui bouge dans une boîte. Chaque particule a une position, une vitesse, certains paramètres de son état, et chaque moment, en temps, on recalcule la position et la vitesse de chaque particule. Ça veut dire que on va avoir une énorme consommation, parce qu'il y a une énorme quantité de calculs pour chaque particule, et les particules peuvent se cogner, donc il y a plein de calculs qui se font. Par contre, la taille active est petite, parce que tout ce qu'on doit stocker, c'est un vecteur par particule, c'est tout, pas plus. Donc, par contre, pour calculer le nouveau vecteur, il faut un énorme calcul avec beaucoup de variables temporaires. Donc c'est un programme qui a besoin d'une petite mémoire active, mais il y a une grande consommation. Et voici une intuition. Pour un être humain, votre taille active, c'est votre poids. Votre consommation, c'est combien de kilos vous mangez par jour. Si vous mangez 2 kilos par jour, vous n'allez pas peser 200 kilos après 100 jours, j'espère. Ça vous montre un peu la différence. Ok, donc ça c'est pour le garbage collect. J'espère que ça vous a donné une bonne idée de comment ça marche. Donc la plupart des systèmes font ça. Après, il y a des tas de structurations. Il y a ce qu'on appelle le real-time garbage collect. Si votre système doit gérer des choses très très rapidement dans le monde réel, il ne faut pas que le garbage collect prenne beaucoup de temps. Et donc, ce qu'on fait, ce qu'on appelle un real-time garbage collect incrémental,
qui fait son travail en petits bouts. Vous imaginez que c'est encore plus compliqué qu'un multiplet normal, là, mais il y a des tas de variations de ce genre. Ok, maintenant, je vais passer au dernier point. Donc là, vous avez le data select, ce qui est un point important. Le dernier, c'est le data flow déterministe avec des ports. Ça, c'est la meilleure façon, à ma connaissance, en ce moment, de faire de la programmation concurrente. C'est le meilleur paradigme, hein, parce qu'il est très difficile de faire des programmes concurrents, et peut-être que vous n'êtes pas convaincu parce que je vous ai expliqué la concurrence pour les nuls, et ça c'est facile, mais j'ai commencé avec un paradigme facile, hein. Mais pour les programmes concurrents de tous les jours, c'est beaucoup plus compliqué en général. Donc la meilleure façon, c'est qu'on reste aussi proche que possible à la concurrence pour les nuls, à la déterministe, et on ajoute des ports là où on en a besoin, mais en petit nombre, compte-gouttes, le moins possible. Ce n'est pas la même chose que les multi-agents acteurs qu'on a vus, parce que dans un port objet, on a un port pour chaque objet. Si on a 1000 objets, on a 1000 ports. Mais ici, on ne peut pas faire ça. On peut avoir un grand programme où on n'a besoin que de 2 ou 3 ports, ou même pour un très grand programme. Donc je vous donne quelques exemples de ça. Donc on va faire un peu de programmation concurrente maintenant, mais directement en data flow déterministe, en ajoutant des ports quand on en a besoin. Et la première chose que je vais vous montrer, c'est un concept qui s'appelle la composition concurrente. Ça c'est intéressant parce que c'est un concept qui existe, hein, qui a un intérêt intrinsèque. C'est un truc qui existe dont on parle. Je vais vous expliquer. Si on regarde l'instruction thread end, thread S1 end, on crée un thread avec l'instruction S1, on crée un thread avec l'instruction S2, et les deux threads continuent leur vie. Et le thread principal n'a plus de lien avec ces autres threads en principe. Mais parfois, c'est pas ça qu'on veut. Parfois, les nouveaux threads sont subordonnés. Ça veut dire que le thread qui est créé va attendre que les deux autres soient terminés. Le thread original attend que le nouveau terminé. Et ça s'appelle la composition concurrente. Ici, il y a notation pour ça. Et ça, c'est un truc standard. Donc, je n'invente pas. Ça, c'est ce que les gens utilisent. Si j'ai S1 en parallèle avec S2, je vais créer deux threads avec S1, avec S2, et j'attends que les deux threads soient terminés, et je vais exécuter S3 uniquement quand les deux autres se terminent. Donc, pour faire un petit dessin, de ça. Donc, si j'ai S1, S2, et il y a S3 après, en fait, il y a un thread ici qui va créer un thread avec S1, il va créer un thread avec S2, et il va attendre, donc il y a une synchronisation, ça c'est la terminaison, la fin. Et ici, on va faire la suivante. Donc, le thread original crée deux autres threads, et le thread original va attendre que ces deux autres sont terminés, et c'est à ce moment-là que S3 est exécuté. C'est ça, la composition concurrente. Donc, en fait, ces deux instructions sont composées ensemble, mais pas en façon séquentielle, parce qu'il existe aussi la composition séquentielle, mais de façon concurrente. Et on peut implémenter ça. Et c'est très simple d'implémenter ça. Hein. Si on veut S1 en parallèle avec S2, on peut l'implémenter comme ceci.
On fait thread S1, thread S2, et on définit deux variables, x1 et x2. x1 va être lié quand S1 est terminé, x2 quand S2 est terminé, et on attend que S1 et S2 soient tous les deux liés. Vous voyez, on crée deux threads, et le thread principal ici va attendre que les deux threads subordonnés soient terminés. Ça, c'est une façon, si on veut, on ose, avec le data flow, implémenter la composition concurrente. Mais bien sûr, on ne se contente pas avec ça. Hein. On est dans un langage avec du higher order. Donc, on veut en faire une abstraction higher order. Donc, supposons que on a n instructions, toutes en composition concurrente. Chaque instruction S1, c'est une procédure à 0 argument, propre de la S1. Je peux donc définir une procédure qui prend une liste d'instructions comme ça, une liste PS, et cette procédure, quand on l'exécute, va se terminer quand tous les threads subordonnés sont terminés. Et ça se fait, en fait, il y a que deux instructions. C'est assez compact. Donc PS, c'est donc une liste d'instructions en high order. On fait un map. Hein, pour chaque procédure P, on crée un thread N, on exécute P avec les appelables, et on définit une variable X, et quand le thread est terminé, X égale unit. Unit, c'est une constante. Et on renvoie X. Donc XS ici, c'est la liste de toutes les variables qui vont témoigner de la terminaison de tous les threads. Donc il faut simplement attendre que toutes ces variables soient liées for X in XS do wait X. Cette instruction for va donc attendre que toutes les variables dans XS soient terminées. C'est exactement une composition concurrente. Donc, la fonction barrière, ici, je l'appelle barrière parce que c'est un autre nom pour la chose. Ça s'appelle la synchronisation en barrière, barrier. Il y a une sorte de barrière, tous les threads se cognent à la barrière et il n'y a que quand tous sont arrivés qu'on continue. En fait, hein. Il y a une sorte de barrière et donc ça c'est un autre nom pour l'abstraction. Et on peut faire un exemple. Ici, j'ai barrière, proche de la délai 500, barrière, proche de la délai 200, proche de la délai 400, classe E, après délai 600, classe E. Qu'est-ce que ça va afficher? Ah, c'est curieux, hein? Quelle est la première chose qu'il va pouvoir afficher? Donc, barrière va donc créer un thread pour chaque instruction. Il va se terminer quand les deux threads sont terminés. Mais attention, le sens de délai n, ça veut dire le thread actuel va être suspendu pour au moins n millisecondes. Pas exactement n. Hein? Le scheduler ne peut pas garantir ça. Parce que le scheduler est soumis à des tas d'événements extérieurs. Tout ce que le scheduler peut garantir, c'est au moins n. Hein? Probablement pas beaucoup plus grand, mais ça peut être un peu plus. Alors supposons que c'est plus ou moins le nombre n qui va attendre. Le E, par exemple, sera affiché après C et D. Hein? Et le C sera affiché après 700 millisecondes, le D après 900, le E aussi après 900, le E ici après 600. Et donc, qu'est-ce qui est la première chose qui va être affichée là? Quelle lettre en premier? Après, il faut essayer. Je veux montrer le code sur il faut essayer de jouer avec des trucs comme ça. Donc, en principe, après 500 millisecondes, on va exécuter barrière, mais il va attendre 2 ou 400
Donc, la première chose qu'on va afficher, c'est E. Après, ça va être pour le nom C, après c'est D, après c'est le nouveau E. Okay. Ça, c'est donc l'exemple de synchronisation barrière. Et juste pour vous montrer, je mets la casquette de concepteur de langage. Je veux ajouter ça à mon langage. Je veux créer une syntaxe pour ça. Ça s'appelle une abstraction linguistique de langage. Je veux une nouvelle instruction, comme S1, S2, Sn, N. Il y a des langages qui permettent ça, qui permettent d'ajouter des trucs syntaxiques. Et le langage string list, par exemple, avec les macros. Et on définit ça, ça se traduit en ceci, barrière, POC S1 jusqu'à Sn. Donc, quand on fait la compilation, on va d'abord faire une traduction de cette syntaxe vers ça. Si vous avez la chance d'avoir un langage qui permet ça, vous pouvez même ajouter de la syntaxe. Ok, ça c'est une chose, mais cette instruction-là n'a pas besoin de port. J'ai dit des data flow déterministes avec port. Pas de port. Il n'y a pas de bout. Mais on va y arriver. Je vais maintenant à la vitesse supérieure. Pour commencer à me connaître. On va faire la composition concurrente, mais dont le nombre de traits n'est pas connu en avance. Dans la synchronisation barrière, on connaît le nombre de traits. On a une liste, 1 jusqu'à n. C'est connu quand on appelle. Mais supposons qu'on a un calcul qui peut créer des nouveaux traits au fur et à mesure du calcul qui progresse. Et un trait peut lui-même créer un autre trait, et ainsi de suite, récursivement, aussi loin qu'on veut. Vous voyez qu'on a un énorme jungle de traits. Et on veut attendre que tous ces traits soient terminés. Un nouveau trait créé par le trait S, le S peut aussi créer de nouveaux traits. C'est ça qu'on veut faire maintenant. Et ça, on ne peut pas la faire en data flow déterministe. Ça a l'air vachement difficile, non? Un truc comme ça. Comment est-ce qu'on sait que tous les traits sont terminés? Et à n'importe quel instant, un trait qui s'exécute peut créer un autre. Et celui-là aussi un autre. Et il y a le scheduler, bien sûr, qui mélange tout, qui les choisit comme il veut. Et on attend que toute cette masse de traits, tous soient terminés. Même si on ne sait pas combien on a en avance. Alors, je vous dis, on peut définir ça avec un seul port. On a besoin d'un port pour définir ça. Et je vais vous montrer cette abstraction un peu magique. D'abord, il faut définir exactement ce qu'on veut dire. Ici, on a une procédure newThread qui crée un thread avec S dedans. Mais cette procédure va aussi créer une autre procédure, subthread. Et subthread, on peut avec subthread aussi créer des threads. Donc subthread, $SN, va aussi créer un thread. Et subthread, on a le droit d'exécuter subthread à l'intérieur de S. Et ainsi de suite. Okay? NewThread va se terminer, donc on appelle NewThread, va se terminer pour tous les threads créés par subthread, ainsi de suite, vont être terminés. Et un thread subordonné peut être créé par subthread, mais à l'intérieur de S, on a aussi autorisé d'appeler subthread et récursivement. N'importe quel thread créé avec newThread, on a le droit d'appeler subthread à l'intérieur. Et c'est totalement, ça dépend du calcul. On peut avoir des instructions if, des boucles while, plein de trucs.
Et si x est plus grand que 10, on crée un trait, sinon on ne crée pas de trait. On peut avoir plein de traits. Vous voyez comment ça marche? Donc tout est géré par new thread, ça crée le thread principal, et tous les threads subordonnés sont créés par subthread, et ça peut marcher récursivement. Comment est-ce qu'on peut savoir quand tous ces threads sont terminés? En fait, ce n'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Je vais vous donner la grille comme ça. Mais bien sûr, la vraie difficulté, c'est vraiment être sûr qu'il n'y a pas de bug. Mais voici la bug. Ici, toutes les lignes horizontales sont des traits. Là, c'est une trait. Chaque fois que j'ai une petite ligne qui s'ajoute, c'est qu'on a un subthread. Ici, on crée un subthread qui s'exécute, qui se termine là, à la tête de la flèche. Pendant son exécution, il crée un autre subthread qui se termine là. Lui, pendant son exécution, il crée un autre subthread. Et chaque subthread se termine à un rang quelconque. Et maintenant, l'astuce, c'est qu'on va garder, on va compter à tout instant le nombre de threads qui sont actifs, qui sont en train de s'exécuter. Ici, quand on crée un nouveau thread, on va ajouter 1 au compte. Quand on termine un thread, on va réduire le compte de 1. Et comment est-ce qu'on va ramasser tout ça? Parce qu'il y en a plein de threads, et des plus 1 et des moins 1 partout. On va les envoyer un stream. Chaque nouveau thread va envoyer plus 1 au port quand il est créé et un moins 1 quand il se termine. Mais attention, il faut le faire au bon moment. Parce que vous allez voir, c'est un peu subtil. Exactement, au bon moment. On doit envoyer le plus 1 avant la création et le moins 1 à l'intérieur du thread juste avant la terminaison. Si on fait ça, ça marche. Je vous l'affirme, mais on doit le prouver aussi. Hein. Et voici le code de new thread. T subthread, on crée un port. On a la procédure subthread. À l'intérieur du subthread, on crée un thread. Vous voyez le thread end? On fait un send port plus 1 ici et un send port moins 1. On pose le moins, c'est un tilde, plus 1, moins 1. Ça, c'est la définition du procédure. On appelle ce thread pour le thread principal et on a une procédure récursive qui calcule la somme de tous les plus et les moins 1 et qui sort quand la somme est 0. Alors, je vous affirme que ce programme est correct. Il ne faut pas me croire sur parole, il faut une preuve. Je vous affirme que ce programme est correct, comme ça. Pourquoi? Alors, voici un autre cas. Supposons que je mets le send plus 1 à l'intérieur des threads. Vous voyez? Ici, je le mets juste avant. Ici, je le mets à l'intérieur. Bien, ce programme, il est bugué. Il ne marche pas. No? This one is buggy. Il y a un bug si on fait le send à l'intérieur. Par contre, si on fait le send à l'extérieur, ce programme est correct. Comment est-ce qu'on sait ça? Je vais vous faire une preuve de ça. Et ce n'est pas très compliqué, avec un invariant. Et pour terminer, je vais juste vous dire un truc. Vous avez déjà vu des invariants dans les autres cours. Hein, c'est clair, hein? C'est vrai, non? Vous les avez utilisés. Mais je suis sûr qu'il y a peut-être encore des sceptiques d'entre vous quant à l'utilité des invariants. Hein, c'est un jouet inventé par les théoriciens qui n'a aucune utilité pratique, non? Un invariant. Eh bien, je vous montre en contre-exemple ce petit programme-là. Comment est-ce que vous pouvez me convaincre que ce programme est correct? Moi, je pourrais vous convaincre avec un invariant. Et ça, c'est vraiment pas trivial. Hein? Un programme concurrent où il y a tous les threads qui sont créés à n'importe quel moment. En plus, il y a le scheduler qui peut les activer et les désactiver à volonté. Hein?
Pourtant, chaque exécution sera correcte. C'est pas mal comme raisonnement, non? Hein? Hein? Qu'est-ce que vous pensez de suspense? Parce que la preuve, vous l'aurez la semaine prochaine. Donc je vais rester là. Hein? Et la semaine prochaine, je vais commencer par